Pour passer d'un bon produit à un produit qui a un product market fit, à un produit vraiment exceptionnel, ça demande de savoir itérer de la meilleure manière possible, le plus vite possible et constamment. Pour ça, on a vu un peu comment faire au sein du feedback loop dans l'épisode 5, mais maintenant il faut qu'on arrive à organiser ce travail-là pour qu'il soit le plus efficace possible. Je pense que c'est important de d'abord comprendre ce qu'il contient et ensuite de savoir l'organiser. La première chose dont je veux parler en termes d'organisation, c'est du principe de sprint. Des sprints, en gros, c'est des sessions de travail qui vont durer un temps donné, dans lesquelles on va décider de faire certaines choses et ne jamais sortir de ces choses-là pendant une durée donnée. En termes de rythme, c'est différent en fonction des produits que tu vas créer. Si tu crées un produit software, logiciel, tu vas avoir des sprints qui vont durer en général 2 semaines, 1 semaine ou 2, alors que si tu crées un produit hardware, tu vas avoir des sprints qui sont beaucoup plus longs et qui te permettent en fait de créer des choses que tu vas pouvoir ensuite modéliser, puis créer, puis usiner, etc. Donc ça va prendre plus de temps de faire un seul sprint, mais par contre la logique d'organisation reste la même. Dans cet épisode, on va parler de software. On va parler de la manière dont on gère une équipe produit si on a un logiciel. Déjà parce que c'est plus facile conceptuellement de s'imaginer à quoi ça ressemble d'améliorer un logiciel, et aussi parce que c'est ça que je sais faire. J'ai jamais fait de hardware et qu'au final c'est plus facile de vous montrer ce qu'on peut faire chez Coup d'État par exemple. Donc on parle de logiciel, mais bon, tu peux partir du principe que c'est la même chose en produit physique, juste sur des durées différentes. Si on fait des sprints, c'est parce qu'il faut arriver à alterner entre planification et exécution. Parce qu'en fait, c'est très difficile de passer de l'un à l'autre régulièrement, dans le sens où la planification est hyper cérébrale, c'est un exercice intellectuel, alors que l'exécution est quelque chose de plus concret finalement. Et passer de l'un à l'autre, c'est un peu Angers-Démon, c'est un peu à l'opposé, et c'est très facile en fait de se perdre et de dire je vais commencer à construire ce truc-là, je vais commencer à coder ce truc-là par exemple. Et ensuite de se dire il y a une autre opportunité, je vais y passer, et donc au final de jamais rien réussir à exécuter. Le mieux pour illustrer ça, c'est de vous expliquer comment on fait chez Coup d'État pour organiser le développement du produit et comment on fait pour travailler le plus vite possible et le mieux possible. Yo, du coup nous chez Coup d'État, on doit aussi se gérer ce problème, de dire comment est-ce qu'on arrive à faire ce trade-off entre planification, donc quelque chose qui dépend de l'idée qu'on a en interne de son produit et de son avenir, qui est forcément quelque chose de très ambitieux et de très lourd à développer, et l'impératif de sortir des améliorations les plus rapidement possibles sur ton produit. Donc pour ça, on s'appuie sur 2 choses. La première, c'est les insights utilisateurs. Donc qu'attendent mes utilisateurs, quelles sont leurs frustrations premières, et enfin comment est-ce que les changements que je vais apporter à mon produit vont débloquer ma boîte d'un point de vue stratégique. C'est ce qui te permet en fait d'évaluer le rapport entre la valeur qu'une nouvelle feature ou l'amélioration d'une feature existante apporte versus le coût que ça a. Donc en gros le temps et les personnes qui sont mobilisées pour développer ce truc-là. Et donc, en fait comme ça, si tu fais cet exercice à des intervalles les plus réguliers et les plus resserrés possibles, tu t'assures à tout moment de ne travailler que sur le sujet le plus important dans ta boîte. Et c'est pour ça qu'en fait on s'organise en sprint. Donc un sprint, ça dure entre 1 et 3 semaines, généralement c'est 2. Et le but c'est de se dire, ok, on a analysé des choses sur les besoins de nos clients, nos besoins stratégiques, et on sait qu'il faut qu'on attaque tel problème. Et donc ensuite on va se dire, ok, il faut qu'à la fin de ces 2 semaines, on ait résolu ce problème-là et qu'on ait développé les features nécessaires pour ça. Ça impose quoi? Ça impose que tu sais que tu dois délivrer une valeur concrète à tes users en 2 semaines. Et pas te dire j'ai fait la première partie d'une feature beaucoup plus grosse qui en fait verra le jour que dans 3 mois, et donc en fait j'ai rien apporté en 2 mois de visible côté utilisateur. Donc ça c'est vraiment la clé du fonctionnement sprint, c'est de se dire au bout de 2 semaines il faut qu'il y ait quelque chose de livrable qu'on appelle en général une user story, c'est-à-dire en tant qu'user
je peux faire nanana. Et donc ça, c'est une user story, et le fait de garder ça à l'esprit, ça fait que à la fin, tu as forcément développé quelque chose qui a amené de la valeur aux gens. Et donc comment est-ce que tu organises ça en interne? Donc tu priorises pour faire déterminer en fait quelle est la prio de ta boîte d'un point de vue produit à l'instant T. Ensuite, tu imagines donc des différentes solutions produits aux problèmes que tu veux résoudre. Et tu optes pour la version la plus minimale possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu manqueras forcément de temps dans ton sprint, c'est une constante absolue. On essaie toujours de mettre trop de choses dedans. Donc, tu coupes le maximum possible pour arriver vraiment à l'essence de ce qui va résoudre ton problème. Et en fait, tu le sors. Et quand tu le sors, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'itérer dessus beaucoup plus vite que si tu avais passé 2 semaines ou 3 semaines de plus à essayer de l'améliorer isolé en local. Donc en fait, c'est que du bénéfice, le sprint. Ça te force à délivrer de la valeur rapidement et directement perceptible par tes users. Et en plus, ça t'amène à itérer beaucoup plus vite dessus. Merci beaucoup. Alors, des outils pour organiser tes sprints, il y en a vraiment beaucoup. Parce que c'est un gros marché, le marché des product managers et de tous les gens qui veulent organiser leur travail en produit, en dev, etc. Donc, il y a énormément de boîtes qui sont venues se mettre sur le marché pour créer des outils qui te permettent de t'organiser mieux et d'optimiser un peu la vitesse de développement que tu as et toute ton organisation finalement. Aujourd'hui, j'ai envie d'en montrer quelques-uns. On va pas faire un tour d'horizon de tout ce qui existe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je pense que le choix de cet outil, il doit se faire un peu arbitrairement. Au final, il y a un feeling avec certains outils que tu n'as probablement pas avec d'autres. Il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles au design, certaines personnes qui vont être plus sensibles à la tech. Il y a des situations de UX qui vont être différentes en fonction des outils. Bref, l'idée aujourd'hui, c'est de vous en montrer 2. Donc un premier qui est celui qu'on utilise chez Coup d'État actuellement qui s'appelle Notion et un deuxième qu'on utilisait en fait dans ma précédente boîte chez Menu Next Door en produit qui s'appelle Pivotal Tracker. L'idée d'un outil d'organisation et de gestion des sprints, elle est toujours la même. C'est qu'en fait, il va falloir organiser ce qu'on va faire pendant le sprint, pouvoir le classer correctement et pouvoir avoir une vision claire de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'être développé, à la fois pour que la team de dev et la team de personnes qui sont en produit sachent sur quoi bosser et une to-do list claire et qu'elles aient le moins d'aller-retour à faire possible avec le product manager, mais aussi pour que le product manager puisse communiquer au reste de l'équipe ce qui est en train d'être développé. C'est important parce que ça fait partie de la cohérence d'une équipe. Je parle d'équipe parce que souvent on utilise ces outils-là quand on est plusieurs parce que ça permet de communiquer plus efficacement et d'avoir un point commun auquel se raccrocher. Je pense que quand tu es tout seul, c'est pas nécessaire forcément d'avoir ça. Ça peut très très bien marcher avec des post-it. Même quand t'es pas beaucoup dans l'équipe, ça peut très bien marcher avec juste des post-it et reproduire en fait ce qu'on va voir dans ces outils-là. Mais en attendant, je pense que c'est pas mal de se discipliner et d'avoir un outil quand même parce que ça te permet aussi dès que tu as une idée, pouvoir l'écarter de ta tête et de pouvoir la mettre sur un outil et pouvoir y revenir plus tard. Bon, du coup, on y va. Notion, c'est le premier outil dont on va parler. Notion, c'est dispo sur le site notion.so. L'idée de Notion, c'est que ça te permet d'avoir un espace de travail qui va être commun à toute ton équipe. Peu importe leur métier, peu importe ce qu'ils font, tu vas pouvoir trouver l'information qui est nécessaire dans Notion. Chez Coup d'État, on s'en sert pour énormément de choses. On s'en sert par exemple pour organiser nos tâches de la semaine. C'est ce qu'on voit ici, et voilà où on en est, ce qu'on veut faire, etc. On s'en sert pour prendre des notes de réunion, parce que ça te permet de créer des documents qui sont hyper complets, de faire des sous-pages, de faire des sous-catégories. En gros, tout marche au drag and drop, donc tu peux vraiment déplacer les trucs d'un point à l'autre, etc. On s'en sert évidemment en produit, c'est ce dont on va parler là. On s'en sert pour en fait à peu près toutes les choses qu'on fait. Et dès qu'on a besoin de noter quelque chose quelque part, ça va dans Notion. C'est vraiment hyper efficace. Ça sert pas juste à prendre des notes, ça sert aussi à organiser des opérations parce qu'on va voir que le fait qu'on puisse drag and dropper à peu près tous les contenus dans Notion d'une page à l'autre, c'est hyper pratique. Concentrons-nous du coup sur l'organisation du développement du produit. En développement produit, on a plusieurs choses qui sont utiles en termes de pages de Notion qu'on a créées.
Déjà, la première, c'est les observations. Donc, dans les observations, on note toutes les choses qu'on a pu observer, du coup, dans nos relations avec les utilisateurs, dans les tests utilisateurs qu'on a pu faire, etc. Bon, ça, c'est intéressant, mais c'est pas organisé du tout. C'est vraiment de la prise de notes pure. Ensuite, il y a une deuxième page qui s'appelle Sprint. C'est celle qui va nous intéresser en premier lieu. En fait, en sprint, on essaye, donc tu vois, jusqu'à maintenant, donc depuis que Thomas est arrivé au produit, on organise ça en sprint. Et en gros, l'idée c'est que là, donc on en a fait 5 jusqu'à maintenant. Et donc comme on le voit, chaque sprint a un titre. Ici, le sprint 001, c'était le lancement d'Anyone Can Scale, donc notre formation pour permettre aux PME et aux business de services de pouvoir scaler. C'était le lancement, donc il y avait tout à développer par rapport au lancement. Ensuite, le 2, c'était vendre plus d'Anyone Can Scale. On a un sprint qui s'appelle Tunas où on a optimisé en fait les contributions, etc. Mais voilà. On a un sprint édition de contributions mensuelles et on a un sprint préparation commentaire. Bon, ça, c'est genre à l'heure où on fait cette vidéo, c'est quand même plutôt secret. Voilà. Qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, chaque sprint a un titre et un objectif qui est clair. Genre, voilà ce qu'on fait pendant ce sprint. Ça n'empêche pas de rajouter des petites choses à droite à gauche qui vont pas rentrer dans le scope général du sprint. Mais en attendant, ça nous permet de savoir, cette semaine-là, voilà ce qu'on a fait et de pouvoir revenir par la suite sur les métriques pour voir si l'impact qu'on voulait avoir a vraiment eu lieu. Et après, bon, on se prend pas la tête, hein. On a un sprint qui s'appelle Tunas, quoi. Genre vraiment, on n'est pas en train de chercher midi à 14h. Le but, c'est vraiment juste d'avoir un truc clair sur lequel on peut tous se mettre d'accord et que toute l'équipe comprend. Si on rentre dans le détail d'un sprint, donc le sprint en cours, c'est celui de la préparation des commentaires. Donc on va inclure la communauté dans le produit maintenant pour que vous puissiez commenter et apporter de la valeur aux autres gens qui regardent Coup d'État. L'idée, c'est que dans un sprint, on va avoir tout un tas de tâches qui sont décomposées en cartes qui sont à faire, en gros. Donc en début de sprint, on va dire, voilà ce qu'on va faire, on va prendre les décisions, et ensuite on va toutes les mettre dans la colonne No Stages. Donc ici, on voit qu'il y en a encore quelques-unes. Tant que c'est dans la colonne No Stages, ça veut dire qu'on n'a pas déterminé combien de temps ça allait nous prendre et combien de ressources. Et donc en fait, c'est important de faire ce travail-là au fur et à mesure de ton sprint. Dans l'idéal, tu le fais au début. Là, on va voir que en termes d'organisation produit, on n'est pas forcément dans l'idéal. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de teams produits qui sont vraiment au top du top, hyper organisés. Genre, il y a toujours des problèmes. Genre là, je vous donne des conseils, mais il y a toujours des problèmes en fait liés à l'organisation. Et c'est normal parce qu'on veut aller le plus vite possible. Et il n'y a pas faut pas avoir honte de ça. Genre, on peut pas être tout le temps parfait, être tout le temps comme dans les livres. Par contre, c'est important d'avoir un minimum d'organisation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met d'abord tout dans la colonne No Stages jusqu'à ce qu'on ait défini combien de temps ça allait nous prendre de réaliser une tâche. Donc par exemple, ici on voit qu'il y a une tâche bouton de partage LinkedIn. Ça implique de développer du front, donc de développer du design, vraiment de l'interface, et du back parce que il y a forcément des trucs à faire en logique derrière la façade. Et en fait, on peut ouvrir cette carte-là et voir qu'il y a des commentaires. Donc là, on dit que on veut faire ce bouton-là parce qu'il y a déjà des utilisateurs qui le font avec des screenshots et donc on explique un petit peu pourquoi. Et on peut venir et commenter et vraiment on peut discuter à plusieurs et en général, on se pose tous autour, on fait une petite réunion vite fait, on se pose tous autour des cartes différentes et on dit OK, ce truc-là, combien de temps tu crois que ça va nous prendre? Et on essaye de dire écoute, il y a ça à faire, il y a ça à faire, ça va prendre tant de temps. Si on met un petit peu de marge et que on estime que ça va nous prendre un petit peu plus de temps que ce qu'on prévoit dans nos têtes, normalement on devrait tomber assez juste sur notre estimation du temps de développement. Donc on peut le passer en to-do. Une fois que tu as estimé le temps que ça allait te prendre de développer une des cartes, tu la passes dans la colonne to-do. Et ensuite, la colonne to-do, tu la vides. Et en fait, tu passes de to-do à in progress. Tu passes de in progress à to stage. Donc stage, c'est vraiment stage en fait, c'est mettre en staging. Et en staging, en fait, c'est une version du site qui est différente et qui nous permet de tester comme si c'était en live, comme si c'était en production sur le site officiel. Mais c'est une version qui est pas disponible au public pour que nous on puisse tester et voir en situation réelle si tout fonctionne avant de déployer quelque chose qui potentiellement est cassé. Ensuite, il y a toute la phase où c'est stage, donc c'est en staging, et tous les trucs qui ont été déployés pendant le sprint. Donc là, on voit qu'on en a quand même pas mal dans le sprint actuel. C'est tous les trucs qui sont finis, et ils sont en production, ils sont disponibles sur le site, et c'est bon.
L'idée donc c'est d'abattre le plus de taf possible et d'aller le plus rapidement possible. Donc ici, si on regarde ici une vraie page profil, et ben voilà, on voit que là, la tâche a été estimée, donc on va avoir la liste des choses à faire, la liste des choses qui sont importantes, dont il faut se rappeler quand on va développer la feature. L'idée, c'est dans ces cartes-là et dans cette organisation-là, de manière générale, c'est d'arriver à avoir des titres qui sont compréhensibles par vos parents. En gros, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est complètement extérieur au business, doit pouvoir venir et dire « Ok, je comprends ce qu'il y a à faire là maintenant et ce qui est en train d'être fait dans le sprint. » Actuellement, implémenter une vraie page profil, c'est plutôt clair. Lancement, travail, espace, commentaire, c'est un petit peu moins clair. Bon, Thomas va me détester, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont un peu plus claires que d'autres, mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que le product manager ou la product manager de l'équipe, en l'occurrence toi, quand tu es au tout début et que tu travailles soit seul, soit avec peu de personnes, que tu puisses communiquer au reste de l'équipe ce qui est en train d'être fait à tout moment si quelqu'un te demande et que tu puisses avoir en tête tout ce qui se passe. Donc c'est intéressant d'avoir un outil comme celui-là. Maintenant, dans l'organisation du sprint, il y a d'autres choses qui viennent rentrer en compte. Dans Notion, dans la partie produit, on a d'autres pages que les pages de sprint. On a les pages de feature request qui sont en fait la liste de tout ce que les utilisateurs nous demandent. Donc ça, c'est vraiment une page importante où dès que quelqu'un nous demande quelque chose, hop, on va le mettre dans la liste. Si on regarde à quoi ça ressemble, c'est une grosse liste où on a à la fois nos propres idées qui viennent de nous et qui n'ont pas été demandées par la communauté, et à la fois toutes les choses qui ont été demandées. Là, par exemple, on voit que avoir un résumé texte de l'épisode en dessous de la vidéo pour retrouver les infos sans regarder tout l'épisode, il y a 16 personnes qui nous ont demandé ça récemment. Et c'est probablement plus parce qu'on n'augmente pas toujours le compte. Mais en attendant, voilà, on a une liste de ce qui nous a été le plus demandé et donc de ce qui est le plus prioritaire. L'intérêt de cette page et l'intérêt de Notion, c'est que si on décide là maintenant de développer cette feature-là, eh ben j'ai juste à ouvrir produit, sprint actuel et en fait à glisser ici la carte directement dans le sprint 5. Et donc quand je vais dans le sprint 5, hop, ici on a avoir un résumé texte de l'épisode en dessous de la vidéo pour retrouver les infos sans regarder tout l'épisode. Et en fait, ça nous permet de pas avoir à réécrire les cartes et ça nous permet de passer d'une page à l'autre et de dire ok, bah ça, on sait qu'on doit le faire, les gens nous l'ont demandé, hop, ça part dans le sprint actuel. Et ça nous permet de faciliter vraiment l'organisation de nos tâches en début de sprint. Ensuite, dans la partie produit, il y a d'autres choses. Il y a tout ce qui est ingénierie. Donc c'est la même chose que les feature requests, sauf que ça n'a pas forcément une valeur directe pour le business. Par contre, c'est des choses qu'on doit faire en termes de tech pour s'assurer que ça va être propre et qu'on va pouvoir construire par-dessus. Donc, par exemple, on a des choses de rapidité de chargement, on a un projet potentiellement de changer de lecteur de vidéo pour passer à JW Player plutôt que sur Vimeo. Voilà, c'est des idées qui sont là et il y a des moments où dans un sprint, quand on a un petit peu d'espace, on va se dire ok, peut-être que là maintenant c'est le moment de faire ce truc-là parce que on a eu des gens qui se sont plaints, parce que on se rend compte que ça affecte les performances du site. C'est pas forcément le truc qui va changer la phase du business, mais ça va nous permettre de construire sur une base plus solide. Ça veut dire que cette partie-là, ingénierie, on essaye de la regarder le moins possible et surtout on essaye d'en inclure le moins possible dans les sprints, mais on le fait quand c'est nécessaire. Quand ça nous empêche de construire quelque chose, une couche de plus, on le fait. Et ensuite, ce qui est trop bien, c'est que dans Notion, tu vas pouvoir vraiment avoir plein d'autres pages. Donc, on a la liste de nos meetings produits avec les notes qui ont été prises au fur et à mesure des meetings produits. On va avoir les ressources avec tous les outils qu'on utilise. Donc voilà, là, ça c'est quand on onboard un nouveau développeur, et ben on a juste à lui envoyer ça et il voit ce qu'il doit utiliser comme texte, ce qu'il doit installer comme chose. Voilà, en vrai. Dans Notion, tu peux vraiment rassembler tout ce dont tu as besoin pour que toute l'équipe soit au courant de ce qui se passe en termes de produits et c'est un outil qui est vraiment extrêmement performant. Après, c'est l'outil qu'on utilise chez Coup d'État parce qu'on a un peu d'affect avec le design et l'interface de cet outil-là. Je trouve que la feature de drag and drop est absolument ouf et du coup, on s'en sert vraiment tout le temps. Pas qu'en produit en plus, et donc ça nous permet aussi des fois de faire passer des choses du contenu, donc de toutes les vidéos qu'on produit, de ce dont Dimitri s'occupe, à les choses en produit. Enfin voilà, genre vraiment il y a énormément de trucs que tu peux faire avec Notion, ça vaut le coup d'y jeter un œil, c'est assez simple à prendre en main et c'est efficace. Et promis, je suis même pas sponsorisé pour parler de tout ça.
Maintenant qu'on a parlé de Notion, on va parler d'un autre outil qui s'appelle Pivotal Tracker et qui est en fait développé donc par une boîte qui s'appelle Pivotal et qui est un outil d'organisation de dev qui est peut-être un peu moins intuitif que Notion ne peut l'être, mais qui est quand même hyper performant et qui va t'aider en fait à scaler la vitesse de ton travail, grosso modo en tant qu'équipe produit. Donc dans Pivotal Tracker, ça va marcher en fonction des projets. Donc c'est pas comme Notion qui va rassembler vraiment l'ensemble des connaissances de la boîte, c'est vraiment focus sur comment organiser tes sprints et le développement de ton produit. Ici donc on va créer un projet, on va l'appeler Test Project. Donc voilà à quoi ça ressemble Pivotal Tracker. En gros, ça te permet donc de créer ce qu'on appelle des stories, donc qui sont les cartes, comme j'ai montré dans Notion juste avant. Ça te permet de créer des stories. Donc une story, en général, ça prend la forme de soit ce qu'on a vu dans Notion, c'est-à-dire une carte où on explique à peu près ce qu'on fait. Dans l'idéal, une user story, donc vraiment le fait de développer un bloc qui va apporter de la valeur à un utilisateur, ça s'écrit de la manière suivante. On va dire en tant qu'utilisateur. Donc on commence par en tant que. Je peux regarder un épisode et le marquer comme vu. Afin de garder une trace de ce que j'ai regardé. Ce qui est intéressant dans Pivotal Tracker et qui n'est pas le cas dans Notion, c'est qu'il y a une notion de productivité et de vélocité. La notion de vélocité, elle est très utile en développement software parce qu'elle te permet de dire, ok, là, j'estime que cette tâche-là, elle va me prendre soit 0, soit 1, soit 2, soit 3 barres. Tu peux changer l'échelle de ça, enfin voilà. Mais si par exemple ici, je décide que je peux regarder un épisode et le marquer comme vu, ça va me prendre un certain temps. Je vais estimer le temps que ça va me prendre et je vais dire ok, ça correspond à 2 points. Une fois que je commence à développer cette user story, je clique sur Start. Une fois que j'ai fini de développer, je clique sur Finish. Je dis que c'est bon, je l'ai délivré et que je l'ai mise en staging. Donc c'est vraiment le process qu'on a vu avant. Et ensuite, le product manager peut venir et dire ok, j'accepte, la feature est bonne pour moi, ou je rejette, je trouve qu'il y a encore un truc à modifier. Si tu rejettes, tu vas pouvoir ajouter un commentaire pour dire pourquoi. La personne qui développe la feature va pouvoir revenir dessus. Donc si je fais rejeter, que je fais ça marche pas par exemple, ce qui est un très mauvais commentaire, et ben hop, la personne qui développe la feature peut venir et cliquer sur Restart, redire Finish, redire Deliver, jusqu'à ce que la feature soit acceptée. Et ensuite, elle passe dans toutes les features qui sont acceptées et on a accompli 2 des 2 points qu'on avait estimés. Ça permet quoi ? Ça permet que dans le backlog, donc le backlog c'est vraiment la liste des tâches à accomplir, dans le backlog de l'itération actuelle, donc là on parle vraiment du feedback loop et de la boucle générale, ça te permet de regarder, ok, combien j'ai de choses à faire, et pas seulement en termes de nombre de tâches, mais en termes de points de temps de développement que ça va prendre. Et l'idée c'est qu'en fait, Pivotal Tracker va créer des graphes à partir du nombre de points que tu abats par semaine et va estimer ensuite directement, en fonction du nombre de points que tu assignes à une certaine carte, combien de temps ça va te prendre de développer cette feature. Parce qu'il va dire, ok, en moyenne, pour cette personne, développer une feature qui coûte 2 points, ça lui prend une journée. Donc, là, je vois que dans sa liste de tâches, il a 6 features qui coûtent 2 points. Donc, je vais pouvoir lui afficher les dates auxquelles il va normalement devoir délivrer son travail. Et ça te permet en fait d'automatiser ça. Et progressivement, l'outil apprend à connaître ton équipe, à connaître les gens qui la composent, à connaître leur vélocité de travail et te permet de toi agir directement sur la vélocité de travail des membres de ton équipe pour pouvoir les aider. Et ensuite, il y a une deuxième colonne qui est l'Icebox dans laquelle tu vas mettre toutes tes idées qui sont pas à développer maintenant mais que tu pourras développer plus tard. Et ça te permet donc, comme on fait dans Notion avec les feature request ou l'engineering, de pouvoir drag and drop. Donc si là j'ajoute une story où je dis changer le player Vimeo, ce qui est encore un très mauvais nombre de stories, je vais pouvoir le mettre dans l'Icebox, ça me fait une espèce de grosse to-do list. Je peux éventuellement déjà estimer le temps que ça va me prendre et quand on va organiser le sprint, je vais pouvoir drag and drop
la story directement là-dedans jusqu'à ce que quelqu'un décide de soit l'estimer, soit la faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ces deux outils ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile de se perdre dans ces outils-là et d'essayer d'optimiser le temps de travail alors que c'est pas nécessaire au départ. Je pense que déjà prendre en main l'outil et s'en servir, c'est intéressant. Je pense que ce soit Notion ou Pivotal Tracker, il faut apprendre à utiliser l'outil pour l'organisation et ensuite se servir des features un peu plus poussées pour essayer d'améliorer la vélocité de développement, essayer d'améliorer tous ces trucs-là. Mais en attendant, il faut surtout pas se perdre dans l'optimisation de cet outil-là, parce que ce qui compte, c'est de développer des choses qui sont intéressantes pour tes utilisateurs et pas nécessairement de essayer d'avoir une équipe de dev la plus performante possible. Alors oui, ça peut l'être, mais en général, c'est un métier particulier. On en parlera dans l'épisode 7. En tout cas, là, je pense qu'avec ces deux outils-là, Notion et Pivotal Tracker, tu as une bonne idée de ce qui se fait en termes d'organisation de sprint, parce que tout se ressemble. Un autre truc qui marche très bien, c'est Trello. Je connais des gens qui utilisent Todoist pour organiser leur sprint. Vraiment, c'est toi qui décides. C'est très arbitraire. Passer du temps à choisir un outil plutôt qu'un autre, c'est une perte de temps. J'en suis absolument convaincu. Je pense qu'il faut choisir un outil et s'y tenir parce qu'en fait, ça va pas impacter tellement ton business et il faut avoir une certaine affinité avec l'interface de l'outil pour pouvoir l'utiliser. Je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, apprendre à utiliser ces outils-là quand tu es tout seul ou quand tu es une petite équipe, c'est très utile parce que ça va te permettre ensuite de pouvoir déléguer la gestion de l'équipe produit quand va venir le moment de le faire. Bon, ça c'est pour l'organisation en sprint. L'idée de faire des sprints, c'est que ça te permet en fait de voir assez rapidement l'impact qu'a ton travail sur l'amélioration de ton produit. Un truc qui te permet de voir ça aussi, c'est de bien suivre l'évolution de tes métriques. Vraiment, genre, quand on parle d'organisation de travail et qu'on essaye de faire en sorte que notre travail soit plus efficace, c'est important d'avoir un suivi des métriques qui est constant. Pour ça, il faut déjà choisir une métrique principale. Demande-toi ce qu'est ta métrique principale. Très souvent, elle est corrélée soit au revenu, parce que c'est ce qui est important pour ta boîte, soit à l'usage. Si tu as un produit gratuit par exemple, ou si tu as un produit comme Facebook, où il va y avoir des utilisateurs d'un côté qui ne payent pas et d'autres gens, les annonceurs, qui vont payer pour un usage en fonction du nombre de gens qui utilisent gratuitement. Des exemples de métriques principales, donc vraiment le KPI, le Key Performance Indicator. Par exemple, chez Facebook, la KPI, ça va être le nombre de users actifs sur une durée donnée. Chez Uber, ça va être le nombre de courses par semaine, par exemple, ou sur une durée donnée aussi. Chez Coup d'État, on va être aussi sur le nombre de users actifs. Donc voilà, vraiment, ça va être différent. Genre sur un business comme Fempo, ça va être le nombre de culottes vendues et le revenu qui a été fait. Donc ça dépend vraiment du produit, mais en tout cas, c'est important d'avoir une métrique principale et c'est important de connaître cette métrique principale en tout temps. Moi, je sais que par exemple, sur Coup d'État, le nombre de users actifs, le mois dernier, c'était 4000. Je sais que le nombre de users actifs sur la semaine dernière, c'était 730. Mais vraiment, je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur, en tant que bâtisseur de produits, entre guillemets, c'est important de connaître tout le temps cette métrique principale pour savoir si le travail qu'on effectue et qu'on abat au fur et à mesure des sprints, il a de l'impact sur le business ou si pas du tout. Quand tu planifies ce que tu vas faire dans un sprint, en fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Déjà, c'est très facile de se perdre dans des données qui sont spécifiques, qui sont vraiment des choses, des détails dans l'application, des optimisations que tu peux mettre en place. C'est bien de regarder ces détails-là, mais c'est toujours bien de les comparer aux métriques générales du business. Donc, je vais revenir sur le tableau que j'avais montré dans l'épisode 4, qui est le tableau dans lequel on rassemble toutes les données du business de Coup d'État. Et en fait, le processus par lequel on passe quand on veut prendre des décisions par rapport au produit, c'est toujours de regarder d'abord ce tableau-là, ensuite de se poser des questions sur pourquoi les métriques sont telles qu'elles sont, est-ce qu'on est en croissance, est-ce qu'on est en décroissance, comment ça se passe, et ensuite prendre des décisions en fonction de la data un peu plus précise, un peu plus détaillée par rapport à ces trucs-là. Donc pour donner un exemple, je vais passer dans le tableau et te montrer un peu genre tout ce qu'on a comme métriques qui sont répertoriées dans ce truc. Donc on a tout ce qui est lié aux vues. Donc on va avoir toutes les vues avec les nombres de vues qui ont été
ajoutés par semaine, donc vraiment en absolu, avec la croissance par rapport à la semaine précédente et avec le nombre de vues complètes. C'est une donnée qui nous est donnée par Vimeo. Et donc en fait, voilà, là on n'est pas que dans Mixpanel, ça vient de Vimeo qui nous donne des stats et en fait on va aller sourcer la data du business dans plein d'outils différents qui sont pas forcément traqués par notre app, mais en tout cas elles sont importantes ces données-là parce qu'elles nous permettent de voir si le business est en bonne santé, s'il est en croissance ou pas. Donc tu vois, voilà, je vais aller dans Vimeo, je vais regarder et puis je vais voir le nombre de vues au fur et à mesure et puis je vais aller le répertorier semaine après semaine dans le tableau Excel. Du coup, voilà, donc on a tout ce qui est lié aux vues, on a tout ce qui est lié aux utilisateurs. Donc combien on a d'utilisateurs actifs par semaine, c'est un truc qu'on a commencé à traquer un peu sur le tard. Parce qu'il fallait comprendre en fait ce qu'était un utilisateur actif, ce qu'on voulait être un utilisateur actif en tout cas. Et voilà, au fur et à mesure, ce tableau il s'améliore. Donc on a des données qu'on n'a pas forcément historiquement, mais on a commencé à les traquer depuis le 28 janvier. Donc on a quelques semaines pour voir comment le nombre d'utilisateurs actifs a évolué. Les sign-up, le nombre de gens qui s'inscrivent, le nombre de gens qui ont regardé un épisode, parmi les gens qui s'inscrivent, le nombre de gens qui ont contribué à Coup d'État et donc qui se sont inscrits à un abonnement mensuel pour dire merci et nous aider en fait à soutenir le business financièrement, le revenu que ça a généré, le nombre de formations payantes qu'on a vendues, les podcasts, le nombre d'écoutes de podcasts semaine après semaine, tous les gens qui sont venus à des événements quand il y en a, l'argent que ça a rapporté, Mailchimp, la newsletter, à combien de gens on a envoyé la newsletter, combien ont cliqué dans la newsletter, etc. Voilà, vraiment il y a toutes les métriques du business. Et en fait, ça nous permet quoi ? Ça nous permet déjà de pouvoir voir semaine après semaine, est-ce qu'on a fait mieux que la semaine précédente ? Et c'est toujours notre objectif, en fait, par rapport au business, c'est que dans tout ce qu'on fait, on fasse mieux que la semaine précédente. On bosse semaine après semaine et on regarde. Si jamais on a fait moins bien que la semaine précédente, on va se poser la question de pourquoi ? Pourquoi on a fait moins bien que la semaine précédente ? Si jamais on a fait mieux que la semaine précédente, on va aussi se poser la question de pourquoi et on va se poser la question de comment faire encore mieux. Et donc par rapport à ça, ça nous permet de brainstormer, ça nous permet de discuter et de dire ok, là je vois que le nombre de vues complètes entre la semaine du 11-03 et la semaine du 4-03, il a baissé de 14,45%. Pourquoi ? Et là, il y a tout un tas de questions qui vont se poser. Genre, est-ce que c'est parce que la qualité des épisodes était un peu moins bonne ? Est-ce que c'était parce que on a changé quelque chose ? Oui, non. Est-ce qu'on a changé quelque chose dans le produit, dans le processus d'onboarding ? Ou est-ce qu'on a changé la page et ça a fait baisser la métrique, etc. Ça n'est possible que parce qu'on a quand même des datas qui sont conséquentes. On a un certain nombre de personnes qui vont regarder nos vidéos et du coup, on peut tirer des conclusions parce que s'ils étaient 10, ça ne permettrait pas de conclure quoi que ce soit avec 14% d'écart. Mais en tout cas, là, ils sont beaucoup. Donc, on peut se demander, mais pourquoi donc il y a une baisse à ce niveau-là ? Et on peut émettre des hypothèses. Dans ce cas-là, honnêtement, c'est difficile pour moi d'émettre des hypothèses. Je vais pouvoir croiser ça avec des feedbacks que j'ai eus sur l'épisode de la semaine dernière. Je vais pouvoir poser des questions aux utilisateurs sur comment ça se fait que vous n'avez pas forcément regardé les épisodes en entier. Enfin voilà, mais en tout cas, le fait d'avoir cette data du business, qui est pas forcément une data traquée par Mixpanel, mais par d'autres outils, ça me permet de prendre des décisions par rapport à la réalité du terrain et ce que les gens font vraiment avec l'application Coup d'État. Du coup, voilà. Et en fait, on va se poser la question pour tout un tas de trucs. Si on prend un autre exemple et qu'on prend Mailchimp. Bon, Mailchimp, on envoie grosso modo une newsletter à 60 000 personnes toutes les semaines, mais c'est en baisse parce qu'il y a toujours des gens qui se désinscrivent. C'est une base email qu'on a construite depuis 5 ans, donc il y a des gens qui ont entendu parler de Coup d'État il y a 5 ans, sont inscrits à cette base email, reçoivent nos mails aujourd'hui, donc ils se désinscrivent. Donc c'est normal, ça fait quelques semaines qu'on perd chaque semaine beaucoup de gens dans cette newsletter, mais c'est normal. Il faut que les gens, on leur laisse le choix en fait. On leur laisse le choix de rester abonnés à la newsletter ou non. S'ils aiment le contenu, tant mieux. S'ils aiment pas le contenu, tant pis. On va pas les forcer. Il y a pas de design chez Coup d'État qui veut forcer les gens à rester chez nous. C'est pas du tout le but. Mais par contre, donc, on peut regarder. Ok, là, par exemple, la semaine du 4-03, on a eu 19 590 personnes qui ont ouvert le mail qu'on a envoyé, contre 13 120 la semaine précédente. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on a amélioré quelque chose, ça veut dire que vraiment, peut-être que le titre de la newsletter était intéressant, peut-être que voilà. Et en fait, on peut corréler ça directement, comme c'est dans le même tableau, c'est hyper facile, on peut regarder. Genre là, on a eu donc 13 120 personnes qui ont ouvert le mail, 927 personnes qui ont cliqué dans le mail, et comment ça a influencé
on peut faire une hypothèse sur le fait que ça ait influencé le nombre de sign-up. Donc si on regarde, donc ici on est la semaine du 25-02. Si on regarde le nombre de gens qui se sont inscrits à ce moment-là, et hop, on va voir qu'il y a eu 600 sign-up. Et c'est mieux que la semaine précédente. Donc peut-être qu'on peut émettre une hypothèse qui est quand on fait une bonne newsletter et que elle est beaucoup ouverte et que le titre de la newsletter est bon, ça va amener plus de sign-up. Et en fait, ça, c'est un exercice qu'il faut faire constamment. C'est recroiser les données entre elles, se poser la question. Et une fois que tu as croisé les données de ce tableau entre elles, tu peux rentrer un peu plus dans les détails et aller dans un outil comme Mixpanel pour regarder, en fait, ok, est-ce que mon hypothèse est juste ? Est-ce que le nombre de sign-up a effectivement été influencé par le nombre de gens qui ont cliqué sur la newsletter ? Une fois que tu as mis cette hypothèse-là et que tu te dis, ok, potentiellement la newsletter nous a rapporté plus de sign-up, bon, ça a l'air d'être ok, mais je pense que c'est important de le vérifier. On va aller dans Mixpanel, on va aller regarder une propriété qui est un peu plus en détail. Donc on va aller dans le sign-up funnel, le truc où on va voir la différence entre sign-up et episode watched. Donc on a 2742 personnes qui ont sign-up et en fait on peut aller trier et regarder si les gens qui se sont inscrits récemment étaient par exemple inscrits à la newsletter Coup d'État. Et donc on voit que, est-ce que c'est vrai ou faux, on en a 682 qui ont sign up avec qui étaient abonnés à la newsletter Coup d'État, sur 2742 en tout. Donc potentiellement, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que c'est vrai. En gros, mon argument au global, c'est de dire qu'il faut tout le temps se poser sur les métriques du business, celles qui sont les plus larges possibles et qui sont importantes et qui peuvent démontrer d'un impact sur la bonne santé du business, et ensuite se poser les questions dans des outils comme Mixpanel qui sont un peu plus précis, de savoir pourquoi ces métriques varient comme elles varient. Et il faut observer ça, le faire le plus régulièrement possible, et en général on le fait en début de sprint pour pouvoir décider ce qu'on va construire après par rapport à ces observations-là, et sans jamais partir à l'aveugle à partir de juste une idée qu'on a ou de juste un feedback utilisateur un peu isolé, parce qu'on a besoin de mettre en place des choses qui vont aider la croissance du business. En plus de ça, pour bien suivre les métriques, je pense qu'il faut se poser la question très régulièrement. Chez Coup d'État, je le fais toutes les 2 semaines, de comment on fait le suivi du funnel AR. Donc vraiment se poser la question de ok, en acquisition où on en est, en activation où on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, en rétention où on en est, en référal, en revenu, et se poser vraiment la question le plus régulièrement possible pour challenger constamment les idées qu'on peut avoir et les hypothèses qu'on peut émettre, et avoir cette discipline de se remettre sur le funnel AR et de réécrire des choses et de rebrainstormer dessus régulièrement. Ça te permet de planifier de la meilleure manière. En fait, c'est ça qui a comme intérêt avec les métriques, c'est un bon suivi de métriques, c'est ça te permet de planifier de la meilleure manière, sans perdre de temps, et de limiter les mauvaises décisions que tu peux prendre. Et chez Coup d'État, comme disait Thomas, on fait ces weekly meetings où une semaine sur 2, ça va être le lancement d'un nouveau sprint. Donc on va parler de toutes les idées qu'on a, de comment on priorise, etc. Et une semaine sur 2, ça va être juste un petit point sur où on en est dans le sprint actuel. Mais en fait, ça nous permet d'avoir des moments où on va émettre des hypothèses en fonction des chiffres, en fonction de tout ce qu'on a appris pendant nos observations au fur et à mesure, et donc ensuite de pouvoir se focus et d'exécuter le plus rapidement possible. Donc la combinaison sprint et métrique, en fait, elle te permet d'assurer un développement du produit qui est optimal en termes de timing et en termes de force de frappe finalement. Organiser son travail, c'est important. C'est important de savoir comment gérer son timing, etc. Un autre truc qui est très important dans l'entrepreneuriat en général, mais aussi dans la création d'un produit, c'est de savoir prendre les bonnes décisions. J'irais même jusqu'à dire que c'est le truc le plus important. Une bonne décision produit, c'est une décision qui amène de la croissance. Point. Est-ce que cette décision amène de la croissance ? Oui, on le fait. Est-ce que cette décision n'en amène pas ? Non, on le fait pas. Vraiment, c'est essentiel. C'est la base de tout. Le mieux, c'est de brainstormer, en fait, au début de chaque sprint, d'émettre des hypothèses en fonction de la data, en fonction des observations, et de dire, ok, quelles sont les idées qu'on a qui vont nous permettre d'avoir de la croissance ? Pour ça, pour faire un brainstorm, il y a un concept qui est intéressant, qui est un concept qui a été un peu théorisé par plein de gens différents et qui est très utilisé en design thinking, même si je suis pas un grand fan de ça, qui est le double diamond. Donc le double diamant, c'est vraiment une méthodologie qui dit, ok, on va partir des problématiques qu'on a, on va partir d'une observation,
Et on va ouvrir le champ des possibles et donner toutes les idées possibles et toutes les hypothèses possibles sans en exclure aucune. Ensuite, on va refermer le premier diamant en disant ok, dans ces idées-là, lesquelles sont potentiellement les plus intéressantes, lesquelles sont potentiellement les plus techniquement faisables, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tri et qu'on a un nombre limité d'idées et d'hypothèses qu'on pourrait développer, on réouvre le diamant en disant ok, comment on peut faire pour améliorer ces idées-là, faire en sorte qu'elles soient encore plus riches et que ce soit des encore meilleures hypothèses. Et une fois qu'on a ça et qu'on a un nombre qui est de nouveau satisfaisant mais qui est un peu plus précis et un peu plus pertinent, on va refermer le diamant et dire bon, maintenant, comment on fait concrètement et comment on fait techniquement pour mettre en place ces solutions et qu'est-ce qui est le plus intelligent dans le sens où ça va prendre le moins de temps, le moins d'efforts, le moins d'énergie et où ça va rapporter le plus de valeur à la boîte, donc le plus de croissance. On fait ça à chaque début de sprint pour se poser la question de ce qui est le plus intéressant à développer et essayer d'avoir un focus qui est maximal et qui va être le plus pertinent pour la boîte. Quand tu vas faire des hypothèses par rapport à tout ça, il y a 2 sources d'inspiration qui sont importantes. La première, la plus essentielle, c'est les feature requests. C'est ce que les utilisateurs qui viennent te voir te demandent concrètement. Les gens qui viennent te voir et qui te disent « j'aimerais avoir ça ». Ça, c'est une liste que tu dois garder constamment. Une liste que tu dois prioriser régulièrement, éventuellement. Nous, chez Codeta, on garde le nom de tous les gens qui nous font des feature requests. Et comme ça, quand on sort ce qu'ils nous ont demandé, on peut les contacter et leur dire c'est sorti. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment important parce que ça te permet, toi, quand tu veux émettre des hypothèses par rapport à des observations, de te dire, ok, c'est peut-être avec ce qu'on nous a demandé qu'on peut régler ce problème-là. La deuxième source d'inspiration, elle va être vraiment dans les idées que tu as toi et qui viennent de toi, qui n'ont pas forcément été demandées par tes utilisateurs. Et pour ça, il faut essayer d'aller valider ces hypothèses. Donc encore une fois, commencer petit, peut-être juste avec une maquette ou peut-être juste avec un prototype qui a été fait rapidement pour voir. Mais en tout cas, il faut se poser et brainstormer au début de chaque sprint pour se poser la question de qu'est-ce qui va être le plus intéressant à développer et prendre les bonnes décisions. Si tu arrives à instaurer un principe de sprint qui fonctionne, qui est sur un bon timing, et que pour chaque sprint, tu prends des bonnes décisions qui sont vraiment éclairées en fonction des données que tu as collectées, en fonction des discussions que tu as pu avoir avec tes users, et que tu sais vraiment comment prioriser ton travail, et qu'en plus de ça, à chaque itération, tu améliores ton produit et qu'il plaît à de plus en plus de monde, je pense que tu as fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'un produit. Vraiment, tout ça, c'est la méthode concrète de comment on crée un produit de la meilleure manière possible. C'est la méthode qui est utilisée, à quelques exceptions près et à quelques différences près, par tous les entrepreneurs que j'ai pu voir qui avaient bâti des produits exceptionnels. Maintenant, il reste une dernière chose à faire une fois que tu le maîtrises toi-même, et c'est ce que tu fais en fait quand tu maîtrises un job toi-même en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut le déléguer. Et pour déléguer le job de la gestion du produit, il faut construire une équipe entière. Ça se fait progressivement et il y a des bonnes manières de le faire et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 7, le dernier épisode de cette saison.